Cher monsieur, chers consoeurs, aujourd'hui c'est un grand jour. Le jour de gloire est arrivé, si j'ose dire, après toutes ces années de travail. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir permis de tenir cette manifestation, malgré les contraintes sur lesquelles je n'ai pas besoin de revenir. Les archives, aujourd'hui, se déconfinent. Nous avons fait un petit programme jusqu'à la fin du mois de juin, avec de nouveau des concerts, des conférences, des cours. Habituellement, lorsque nous faisons des inventaires d'archives, on les met sur Internet et puis les internautes se débrouillent. Mais pour le fonds de Saint-Saëns, il nous est apparu que son étendue, sa qualité, sa quantité méritaient de faire un inventaire papier et de faire un beau livre. Car, cher monsieur, ce fonds est le plus important fonds familial déposé aux archives départementales et il valait bien ce beau livre. Merci de votre confiance, parce que cette affaire-là, je crois que nous y reviendrons, dure depuis tout de même un certain nombre d'années. Merci d'avoir conservé votre confiance aux archives, au point d'avoir fait un deuxième dépôt auprès de mon prédécesseur immédiat, que je ne vois plus, qui est là, Gérard Moïse, que je salue aussi. Je pense qu'on y reviendra aussi, mais c'est un très bel ensemble que ce fonds de Saint-Saëns, celui qui vient de l'hôtel de Saint-Saëns, de Saint-Saëns-sur-Vingeanne, celui qui vient de Longecourt, et je salue la présence de M. de Saint-Saëns, qui nous avait confié en 2017 son fonds, et qui a rejoint aussi le fonds déposé par le marquis d'Hugon en 1971. Enfin, last but not the least, le fonds déposé par les Saint-Saëns de Ventoux, juste avant la vente de ce magnifique château, et qu'Odile Roy, qui est stagiaire de l'École des Chartes, est en train de finir de classer. C'est, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau. Mais très beau gâteau, très belle cerise. Donc, comme directeur de cette maison, je veux vraiment remercier tous les membres de la famille de Saint-Saëns qui font confiance aux professionnels que nous tâchons d'être, malgré les contraintes. On avait imaginé de faire de cette journée une cousinade ou une gousinade, suivant le jeu de mots en vigueur, une archivade. Elle sera virtuelle, puisque nous sommes filmés, et je salue les Saint-Saëns de France et du bout du monde qui nous regardent et qui nous regarderont et qui, pour certains, ont déjà acheté l'inventaire. Donc, il y a aussi, je crois, un intérêt familial à ce fonds, puisque la particularité, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est que c'est un très bel ensemble familial, mais dont la famille vit et prospère toujours en Bourgogne. Et c'est évidemment assez rare d'avoir des fonds d'Ancien Régime qui, comment dirais-je, avec une famille parlementaire qui est encore sur le territoire de notre département. Chers consoeurs, vous nous donnez une leçon de professionnalisme, une leçon du travail bien fait, une leçon de ténacité. À la veille de changer de décennie, vous allez pouvoir prendre votre retraite des archives au moins. Comme Garnier dans l'escalier, notre prédécesseur commun, eh bien, vous avez continué ce beau métier d'archive. Et pour moi, qui suis archiviste, un peu plus jeune, je vais aussi changer de décennie. C'est un très bel exemple de goût du travail bien fait, de l'amour du patrimoine écrit. Et pour tous ceux qui nous regarderont, archivistes et futurs archivistes, je crois qu'aujourd'hui, nous aurons une très belle leçon de ce côté-là. Un beau livre, une exposition qui dure jusqu'au mois d'octobre. Beau livre donc que vous pourrez acheter au prix de 30 €. Et puis, une magnifique source pour l'histoire de la Bourgogne. Chers consoeurs, dans cette famille, vous avez essayé de débrouiller les Bénigne 1, Bénigne 2, les Stéphane, les Étienne. Vous avez fait, et je salue aussi Violaine Moissenet, la maquettiste, de beaux arbres généalogiques pour essayer de débroussailler cette question. Eh bien, ce matin, nous allons entendre François et Françoise. C'est un peu un hasard, c'est une matinée à thème, et je laisse la parole au premier François, Monsieur le Président. Bon.
Je suis heureux, vous m'avez redonné un nom, parce que vous savez que je suis obligé dans ces périodes de rencontres avec les citoyens, je suis obligé de ne plus avoir de nom. Donc vous m'avez redonné mon prénom, je vous en remercie. Puis je voudrais surtout vous saluer Daniel Darfeuille d'ailleurs, qui est ici, ma collègue, conseillère départementale, vous saluer monsieur le directeur, cher Édouard Bouillet, madame la conservatrice honoraire du patrimoine, ancienne directrice des archives départementales, chère Françoise Vignier, qui a fait un travail formidable avec madame Pelletier. Salut aussi vos prédécesseurs, votre prédécesseur, Gérard Moïse, que je tiens à saluer, puis bien sûr, le premier d'entre nous, vous saluez monsieur de Saint-Seine, monsieur Legout de Saint-Seine, et vous dire combien je suis heureux d'être ici pour un moment qui est important, naturellement, d'abord pour votre famille, mais à travers le parcours de la famille, on chemine sur l'histoire de notre département, sur l'histoire de notre pays, et c'est évidemment un moment extrêmement important pour tous, et je tiens, comme vous l'avez fait, cher Édouard Bouillet, à saluer tous ceux qui, voilà, en visio, peuvent s'associer à ce moment, en espérant que vous ferez, pour reprendre les mots, une gousinade autour de ce travail fantastique qui a été réalisé au sein des archives départementales. Vous dire d'abord, effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'est un moment important parce que c'est le plus important fonds privé familial de nos archives. Vous l'avez rappelé vous-même. Et donc, ça met en lumière l'histoire d'une famille qui est indissociable de l'histoire de la Côte d'Or. Et ce n'est pas simplement d'ailleurs la Côte d'Or, parce que j'ai vu en parcourant l'ouvrage que c'est aussi la Saône-et-Loire, c'est aussi la Franche-Comté, c'est le Bas-Rhin, c'est quelque part la France, tout simplement. Et donc, dans laquelle nous avons une place particulière. D'ailleurs, je rappelle toujours que la Côte d'Or, c'est le plus beau département de France, d'ailleurs, qui le contesterait partout, hein. C'est un nom magnifique. Ce travail, donc, je l'ai dit, permet de traverser, à travers une famille, l'histoire d'une famille, de traverser notre histoire, de voir aussi la vie, tout simplement. La vie telle qu'elle s'inscrivait, parfois dans ses conflits familiaux, de ce qu'elle pouvait révéler, aussi de la nature et de la façon dont on appréhendait la vie ensemble dans des époques, dans plusieurs siècles, et donc la vie des domaines agricoles, les ressorts de la société. Et donc vous avez, dans cette famille, compté de très nombreux parlementaires, des membres de chambre de compte, des membres de bureau des finances, dans la Bourgogne Ancien Régime. Et il suffit aussi de se promener. L'histoire de votre famille est indissociable aussi de cette génération de constructeurs, de cet engagement de construction, de constructeurs. Et vous laissez un legs, cette famille laisse un legs important dans notre département. Et on voit bien l'impact que cela a eu dans la construction même de notre territoire. Et puis, j'observe que la trace de votre famille, ce n'est pas simplement une trace, l'empreinte de votre famille demeure très, très actuelle, puisqu'à Saint-Seine-sur-Vingeanne, qui est le chef de la famille, et aussi dans les anciennes seigneuries de Jansigny, d'Issurty, de Magny, de Gerland. Donc cette empreinte familiale est très présente aussi dans le territoire dijonnais, avec la réalisation de nombreux aménagements, le quartier autour de la statue de Saint-Bernard, la préservation aussi d'églises, sans oublier ce superbe hôtel de Saint-Seine, cher Daniel, que tu connais bien. Et c'est riche d'enseignements. Et je tiens vraiment à remercier la famille, parce qu'on peut avoir la tentation de garder pour soi toute cette mémoire, mais je trouve que la faire partager, c'est aussi permettre à chacun de se réapproprier notre histoire, de la revisiter. Et je pense que c'est extrêmement important, surtout dans les temps que nous traversons. Et je ne reviens pas sur le fait que ce fonds est singulièrement important, parce que c'est le plus important, fonds privé conservé par les archives départementales. Ça a été un long travail, mais ça, Mme Vignier et Mme Pelletier nous le confirmeront sans doute. Mais la parution d'un ouvrage comme celui-ci, en est le fruit. Je trouve qu'il est très bien fait, très bien construit, plaisant et agréable. Et donc ce travail, Madame Vignier, c'est le vôtre depuis quelques décennies. Je n'oublie pas que vous avez commencé ici dans ce département, mais ce n'était pas vos premiers postes, mais que vous y avez fait l'essentiel de votre carrière. Ce qui rejoint mon propos liminaire, c'est que la Côte d'Or est décidément le plus beau département. Vous le confirmez par votre présence qui ne s'est jamais démentie pendant toutes ces années au service des archives, au service de notre histoire et du patrimoine. Et vous avez travaillé hardiment et ardemment à la réalisation de cet ouvrage.
Je dirai un petit mot, je reprendrai brièvement la parole, parce que j'observe une chose, c'est que vous aviez jamais reçu la médaille d'honneur du département. Et vous êtes à l'honneur de ce département. Donc j'ai tenu à réparer ce qui n'était pas un oubli, mais probablement qu'on savait que vous avez encore tant à faire, qu'on voulait simplement, je le considère non pas comme l'achèvement d'une carrière, mais une ponctuation d'une carrière remarquable au service de la Côte d'Or. Et donc, vu le travail que vous avez produit ces derniers mois, c'est une promesse que vous poursuivrez votre tâche indéfiniment. Et d'ailleurs, je vois que de travailler dans les archives vous épargne de l'épreuve du temps. Je vais peut-être bien m'y plonger un peu, parce que... Enfin, je vois aussi que vous qui venez de franchir une décennie, ou qu'allez la franchir, vous avez été épargné aussi par l'épreuve du temps, donc je pense que le métier d'archiviste est un métier qui conserve, si vous me permettez cette expression. En tout cas, je veux saluer aussi l'étroite collaboration avec Catherine Pelletier, que je tiens aussi vraiment à remercier. Et puis, remercier aussi pour son travail de sensibilisation, parce qu'on a une très riche histoire. Vous savez, on a redécouvert l'importance de l'idée même de commune. Il a fallu deux crises, une crise pandémique et précédemment une crise qu'on appelait des gilets jaunes, crise de société, pour qu'on redécouvre l'importance de nos communes. Et je trouve que voilà, ça a permis quelque part, ces crises, de reprendre conscience que voilà, il y a des communautés de vie, il y a une longue histoire, une belle histoire, qui était celle de chacune de nos communes. Votre travail aussi, il est formidable, donc vous avez sensibilisé les maires, les secrétaires de mairie pour vraiment les intéresser et leur dire combien c'est important de préserver nos archives, les archives communales, et puis aussi de transférer toutes celles que nous pouvons prendre. D'ailleurs, on est obligé de construire un nouveau bâtiment, ce dont je me réjouis, parce que ça prouve que cette protection, elle est efficace, elle continue de se développer aujourd'hui. Sinon, on se satisferait des lieux que nous avons. En tout cas, je pense que cette visite de notre histoire, elle est extrêmement importante, surtout dans les temps troublés qu'on traverse. Vous savez, redonner du sens, on ne peut pas construire un avenir sans s'appuyer sur le passé, tout simplement, et sur la lecture de ce passé qui est riche d'enseignements. Et dans ce monde chahuté, rien de grand ne se construit en ignorant ou en ne faisant pas référence à cette mémoire qui nous permet de prendre la distance par rapport à un monde qui s'est accéléré, qui va parfois trop vite avec les fameux réseaux sociaux. Donc redonner du sens, c'est aussi regarder notre histoire pour en puiser tous les enseignements. En tout cas, moi j'y suis personnellement très attaché. C'est pourquoi vous pourrez toujours trouver, je l'ai dit, tous ceux qui travaillaient à cette mémoire, à sa préservation, à sa transmission. Vous pourrez compter toujours sur le département de la Côte d'Or, parce que c'est un engagement que nous avons manifesté, que nous poursuivrons. On a des fonds magnifiques. Depuis le XIe siècle, des pièces magnifiques sont exposées régulièrement, où ponctuent la ruche que vous avez contribué à faire, monsieur le directeur, avec un programme qui va renaître après cette période de confinement que nous avons traversé. En tout cas, le public vient consulter, mais aussi c'est un laboratoire de journées d'études, de concerts, de lectures, de cours, de visites. Bref, ces fonds vivent, ils sont vivants et ils restent très, très actuels dans leur lecture. Et puis, je pense une chose, je terminerai là-dessus, mais je ne vais pas être trop long. Je pense que le patrimoine écrit est indissociable de notre patrimoine, de la préservation de notre patrimoine bâti. Et vous savez, quelquefois on dit, vous faites du saupoudrage quand vous aidez les bâtiments, la rénovation des bâtiments publics, ceux qui émaillent nos communes. Je trouve que c'est une exigence indissociable de préserver la mémoire écrite et de préserver ce patrimoine. Elle est indissociable, cette histoire. Donc, et la forger aussi. Et nous l'avons en héritage. Et donc, en investissant dans les territoires, le département montre son attachement à la valorisation, à la préservation de notre patrimoine qui fait la beauté et la richesse de nos communes. Voilà, c'est un bon moment de Côte d'Or, à travers cette histoire, ce fond de la famille de Goutte Saint-Saëns. Je crois qu'en travaillant à l'assemblement, à la protection, à la compréhension de notre histoire, on contribue à transmettre aux générations futures. Comme le disait Ernest Renan, c'est qu'une nation, c'est d'avoir fait de grandes choses ensemble et surtout vouloir en faire encore. Voilà, je vous remercie et merci à tous. Bon,
puisque dans l'ordre des François, c'est à moi de prendre. Mademoiselle Vignier aurait mis un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3, comme dans les Bénignes. Bon, je suis très content d'être avec vous, et donc, monsieur le président du conseil départemental, messieurs les maires, monsieur le directeur des archives, et bien évidemment, chère Françoise Vignier, content d'être avec vous. J'espère, je salue tous les cousins, nièces, neveux et autres qui sont peut-être en train de nous regarder, et puis bien évidemment tous les amis des archives, tous les amateurs des archives, que nous allons solliciter d'ailleurs, et je vais revenir là-dessus. Moi, dans mes activités professionnelles passées, je parlais rarement des archives, mais par contre, je n'aurais pas pu ouvrir un discours sans parler de sécurité. C'est vrai que je travaillais dans un groupe d'énergie qui en produisait et qui commercialisait des produits hautement inflammables. Donc j'aurais difficilement pu commencer quelques mots sans vous en parler et parler de sécurité. On va dire sécurité avec des archives, des papiers. Ben si, moi j'y vois deux sujets importants. La sûreté des archives, ben c'est qu'elles ne disparaissent pas. Et nous, ces archives qui étaient rangées et dans une pièce secrète à l'hôtel Saint-Seine, eh bien, un membre de la préfectorale, le directeur de cabinet de l'époque, ayant trouvé la pièce, s'est quand même chargé d'en prélever quelques-unes, d'essayer de les vendre, mais l'œil avisé des archivistes, bibliothécaires, libraires de l'époque ont très vite signalé la chose et nous avons pu arrêter cette évasion des documents. D'ailleurs, je crois, Manuel Vignier, vous m'aviez dit qu'il y a 3 documents ici qui avaient été retirés de notre fonds par ce personnage peu délicat. Donc la sûreté, et je parle ça, je veux faire un peu de prosélytisme pour vos services, Monsieur Bouillet, c'est effectivement la sûreté des documents à partir du moment où on les dépose chez vous. Ce problème-là, il est réglé, a priori, et certainement mieux que lorsque c'est chez nous. Le deuxième point, c'est la sécurité, non plus la sûreté. La sécurité, ben, c'est toujours les mêmes inconvénients de garder des choses chez nous. C'est du papier, c'est hautement inflammable aussi. C'est également, ça n'aime pas beaucoup l'eau, et vous parliez du fond de Saint-Seine, qui était mis dans la bibliothèque. Il s'est trouvé que mon père avait eu la très bonne idée de faire un petit cabinet de toilette dans l'épaisseur du mur de la tour, mais au-dessus de la bibliothèque. Et ce qui devait arriver est arrivé un jour, fuite, et les livres se sont légèrement mouillés et les archives ont été sauvegardées. Mais je me suis dit, c'est quelque chose qui pouvait rouvrir. Donc, un dépôt chez vous, voilà, c'est cela en moins. Et puis le dernier petit risque, c'est ces charmantes petites bêtes qui viennent grignoter tout ça. Si l'eau et le feu ne l'a pas volé, ils les auront mangées et elles auront disparu. Donc, amis des archives, amis, si vous avez des archives, pensez-y à les déposer dans les archives départementales de vos départements. Celle de la Côte d'Or fonctionne très bien et surtout, elles vont permettre de les trier, de les classer, de les inventorier, n'est-ce pas, mademoiselle Vignier, puisque ça ne fait que 41 ans que vous travaillez sur notre fonds. Je crois que vous reviendrez sur le sujet, mais comme vous le disiez, ça la conserve très très bien. Et je suis content de voir dans l'assistance quelqu'un qui va pouvoir probablement m'apporter encore d'autres pièces, puisque dans sa profession de notaire, on garde les documents importants pour des fonds d'archives. Et donc, M. Bouillet, je suis en train de voir comment je peux compléter des archives encore plus récentes, au moins 19e, fin 19e, début 20e, pour pouvoir peut-être venir vous les déposer et qu'elles recommencent à être inventoriées, classées. Et je dis tout ça, c'est important parce que, comme vous le savez, nos archives, même si c'est un fonds privé, elles sont consultables sur simple demande auprès des services du département. Bien évidemment, on va vous demander quelque chose de très important en contrepartie, c'est de nous remettre un exemplaire de l'étude que vous aurez pu constituer, parce que ça nous permettra d'augmenter nos connaissances sur nos fonds, sur les différentes alliances qu'il peut y avoir entre la famille et d'autres,
Monsieur le Président du Conseil, vous parliez tout à l'heure de l'importance de la famille. Effectivement, la famille est importante. Elle est arrivée, alors juste un petit peu d'histoire, elle est arrivée, alors non pas en Bourgogne, elle est arrivée à Langres en 1442 avec Perceval Legoux, qui arrivait de Bretagne. Lui était présent dans l'armée du duc Philippe, donc dans la compagnie du maréchal de Bourgogne. Et donc il s'est installé à Langres. C'est la première trace qu'on a d'un Legoux dans notre région. Il venait de Bretagne, donc après ça remonte beaucoup plus loin. Mais c'est lui qui fonde notre arrivée dans cette partie de la France. Et puis son arrière-petit-fils, Pierre Legoux, seigneur de Velpel et j'en passe et des meilleurs, conseiller du roi, lui prend la charge de maître ordinaire de la Chambre des comptes de Bourgogne en 1554. Et depuis cette date-là, la famille n'a plus quitté Dijon. Et sur l'Ancien Régime, ça s'est terminé. On est resté dans cette sphère de chambre de parlement, de chambre des comptes, et Bénigne, dont le portrait est quelque part par là, finit comme premier président du Parlement de Bourgogne, juste avant la Révolution française. Donc, vous voyez l'évolution de la famille. Elle est importante, et surtout également par tous les mariages qu'ils ont pu avoir. Et donc nous verrons que le fond, il est constitué effectivement des Legoux, mais il est constitué des Gagnes de Périgny, il est constitué des Esmonades d'Ampierre, il est constitué des Berby de Rancy, autres très grandes familles de la région. Et donc bien évidemment tout ceci est, comme vous disiez, une trace importante de l'histoire de notre région, et pour lequel nous sommes contents de mettre, et heureux de pouvoir mettre tous ces documents à la disposition des chercheurs, et donc je les appelle les chercheurs, une jeune chartiste, donc, qui va pouvoir, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, je crois que moi aussi j'ai quelques documents qui devraient être étudiés assez rapidement. Si votre stage se prolonge, on verra si vous pouvez venir venir inventorier un peu chez moi, voir les intérêts de certains testaments dont je suis encore possesseur. Voilà, je ne voudrais pas non plus m'étendre trop sur la famille. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Je crois que maintenant, il me vient surtout le plaisir de remercier Françoise Vignier. Comme je le disais, 41 ans, les archives ont été déposées en 1975, les premiers dépôts. Et puis, à partir de 1981, on a signé un vrai contrat pour qu'elles soient inventoriées, classées, puisque, comme vous disiez, elles sont importantes, 70 mètres de long, ça commence à représenter effectivement un certain volume, d'autant que j'avais une tante au 19e qui s'est chargée de faire un préclassement extrêmement précis, dont Mademoiselle Vignier se vante tous les jours de la qualité. Bon. Et voilà, donc c'est bien, vous avez construit un nouveau bâtiment, on vous le remplit, j'aimerais bien continuer à vous le remplir, c'est important, et surtout donner l'occasion aux gens de travailler, parce qu'il nous manque beaucoup d'informations sur notre famille, et c'est bien évidemment en puisant chez d'autres qu'on va pouvoir combler ça. Donc Mademoiselle Vignier, merci beaucoup. 41 ans, premier contrat en 1980, je m'y perds, pour 3 ans. Et finalement, on a fini en 2021, ce qui est tout à fait logique dans la continuité de nos... 2019, oui. En 2019, on en a refait un autre. Et puis, enfin, on en a signé plusieurs. Voilà. Donc, bravo pour ce livre. Donc là, je vais évidemment associer Mme Pelletier aux travaux de Mademoiselle Vignier, parce que vous avez été une cheville plus qu'importante dans la fin de ce travail. Et puis à ceux qui ont œuvré pour ce livre, Monsieur Bouillet, vous avez été l'instigateur, vous êtes venu me proposer ça, j'ai trouvé que l'idée était excellente. Ça mettait surtout également en valeur une belle carrière dans les archives que vous avez poursuivie et que vous poursuivez. J'ai bien entendu le président du conseil départemental qui vous donne encore de nombreuses années à travailler sur le sujet. Mademoiselle Vignier, permettez-moi de vous dire et de terminer mon discours par un énorme merci.
Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres de la famille Legout de Saint-Seine, Mesdames et Messieurs, la publication de ce répertoire qui nous réunit ce jour, que vous soyez présents ici, aux Archives de la Côte d'Or, ou devant l'écran de votre ordinateur, m'apparaît, cela vient d'ailleurs d'être souligné, comme la conclusion d'une vie professionnelle, en partie consacrée jusqu'au-delà de la retraite, à la sauvegarde et l'inventaire des archives privées. C'est pourquoi je tiens, Monsieur le Directeur et chers confrères, à vous dire ma bien sincère gratitude pour, en raison de l'importance de ce fonds, avoir pris la décision d'en publier le répertoire sous la forme d'un beau livre et pour l'organisation de notre rencontre de ce jour. Ma gratitude va aussi à M. Jean-Pierre Favard, qui en a suivi le dossier de financement par le département de la Côte d'Or. Dans un premier temps, nommé conservateur adjoint ici en 1957, je me suis vu confier la mission d'achever le classement des archives des abbayes bénédictines et d'en établir l'index avant de poursuivre le classement des fonds des abbayes cisterciennes déjà engagé par Jean Richard, récemment décédé. Vaste programme, très chartiste, bientôt progressivement abandonné à la suite de l'arrivée en ces lieux, dès 1958, des archives de l'hôtel de Vaugué déposées au moment de la vente à la ville de Dijon de l'hôtel familial de la rue de la Chouette. Ce n'était assurément pas le premier fonds privé entré aux archives de la Côte d'Or qui en ont accueilli dès la fin du XIXe siècle. Si les archives d'abbaye disparues depuis la fin du XVIIIe siècle, accessibles grâce à un inventaire par grands ensembles, pouvaient attendre d'être véritablement classées, il n'en allait pas de même d'archives privées déposées en vertu d'un contrat de dépôt passé avec le ou les déposants, obligatoirement accompagnés de leur inventaire afin de matérialiser leur prise en charge. Ces archives privées devaient donc être rapidement mises en ordre et répertoriées. Et c'est ainsi que je partageais désormais mon temps entre le traitement des archives des abbayes bénédictines et cistériennes et celui du fonds Vaugué, en réalité des archives Bouillé. En 1975, fut publié sous forme renéotée le répertoire de ce fonds, d'une importance et d'une composition voisine de celle du fonds Saint-Seine. Le premier fonds d'archives privées que j'ai eu à mettre en ordre fut donc, comme le dernier, celui d'une importante famille parlementaire bourguignonne. Mais, si les différentes branches de la famille Bouillé se sont éteintes à la veille de la Révolution, il n'en va pas de même de la famille Legout de Saint-Seine, toujours bien présente, on vient de le rappeler, en Côte d'Or, en France et en divers points du monde, dont plusieurs membres sont présents ici ce matin. Au fil des ans, ce sont donc 25 fonds d'archives privées d'importance variée et quelques fonds d'érudits qui sont passés entre mes mains. Parmi ces fonds privés, les fonds qui ont été évoqués tout à l'heure par M. Bouillet, les fonds Dugon et Longecourt, et plus récemment un petit fonds Ventoux, démembrés au XIXe siècle des archives Legout et déposés respectivement aux archives de la Côte d'Or en 1973 et 2017 et 2019. Ainsi s'est trouvé reconstitué en 4 dépôts successifs, l'on se laisse parfois perplexe, et mis sur le site des archives départementales de la Côte d'Or et sur le portail européen des archives. Le répertoire du fonds Legout est donc le premier et le seul qui soit imprimé après que sa version dématérialisée ait été mise en ligne sur le site des archives de la Côte d'Or dans l'heure même où il fut achevé, où en fut achevé le classement proprement dit
le 16 octobre 2019. Ce fonds, qui occupe désormais 70 mètres linéaires de rayonnage dans l'annexe des archives, est rentré aux archives de la Côte d'Or, cela a été rappelé en 2 fois. En 1975, pour les documents conservés en l'hôtel de Saint-Seine à Dijon, 29 rue Verrerie, et en 2001, pour ceux conservés depuis le début du XXe siècle au château de Saint-Seine-sur-Vingeac. Ces derniers ont été déposés ici après qu'une esquisse de mise en ordre du contenu du premier dépôt ait mis en évidence leur complémentarité. S'il m'avait fallu 17 ans pour venir à bout du classement du fonds Vogüé-Bouillet, en raison des autres tâches qui m'incombaient, il m'en fallut 44, et non pas 41, pour venir à bout du classement du fonds Legout. 44 années, rassurez-vous, au cours desquelles j'ai dû, à plusieurs reprises, interrompre durablement ce travail, après qu'ait pu être établi, dès 1980, un état général ayant permis la signature d'un premier contrat de dépôt provisoire, comme il vient d'être dit. En mai 1980. Devenu directeur des dites archives de la Côte d'Or en 1983, j'ai dû abandonner tous travaux de classement de longue haleine sans jamais renoncer à achever celui du fonds Legout, en vertu de l'engagement que j'avais pris de le mener à son terme lors de la signature de ce premier contrat de dépôt provisoire par M. Étienne de Saint-Seine, décédé accidentellement en 1986. Puis, la retraite est venue en 1996, alors que le travail était loin d'être achevé et que les archives conservées à Saint-Seine même s'y trouvaient encore. Mon successeur, Gérard Moïse, présent ici ce soir, qui est à l'origine du second dépôt, celui de 2001, m'a alors proposé de reprendre ce classement en campant sur place entre les rayonnages afin d'avoir un accès facile à l'ensemble des documents. Car, dans le cas des archives privées anciennes, arrivées généralement en complet désordre et ici en 2 fois, le métier d'archiviste reste, malgré tous les perfectionnements techniques, métier de manutentionnaire qui déambule de travée en travée, manipulant parfois de lourds fardeaux, vous pourrez le constater en regardant 2 gros qui sont là-bas, parfois donc de retardons, pour tenter de mettre matériellement et logiquement de l'ordre entre liasses et registres. Et ce, quelle que soit la méthode employée. La première, quand on dispose d'un bureau, consiste à établir un fichier des liasses et registres, voire de pièces isolées, dans l'ordre ou plutôt le désordre dans lequel ils se présentent, et organiser l'ensemble en regroupant ces fiches manipulées comme un puzzle ou une partie de cartes, donc manipuler ces fiches et les dossiers correspondants et de les mettre en ordre suivant un cadre de classement établi en fonction des informations réunies au fil de leur analyse. Le second, dont j'usais dans le fond Legout, puisqu'hospitalité m'était donnée entre les rayons, consiste à effectuer directement des regroupements matériels par personnage et domaine et établir un cadre de classement à partir de ces regroupements. La démarche s'accompagne, dans un cas comme dans l'autre, de recherches bibliographiques et généalogiques, facilitées ici par les travaux de M. Xavier de Saint-Seine, de l'étude des inventaires établis au moment des saisies révolutionnaires, ils sont là, au moment des saisies révolutionnaires, complétées en ce qui concerne les archives Legout par le déploiement d'inventaires établis au XVIIIe siècle pour les différents domaines dans un souci de gestion. S'y ajoute, pour les archives privées saisies au moment de la Révolution et restituées ultérieurement, ce qui est le cas des archives Legout, la confrontation avec les archives non restituées par négligence ou ignorance et dévolues aux archives départementales dont elles constituent partie de la série E.
Quelques-unes sont là-bas dans la vitrine qui est au coin. Très zélé les premières années, j'avoue m'être peu à peu découragé et avoir abandonné le chantier jusqu'à, après son arrivée à la tête des archives de la Côte d'Or en 2013, M. Édouard Bouillet se rallie à la proposition de Mme Catherine Pelletier, chargée d'études documentaires, de lui confier la mission de me prêter main forte pour mener l'opération à son terme, en particulier la saisie informatique du répertoire sur un logiciel spécifique permettant de hiérarchiser le contenu des différents éléments du dit répertoire. Travail que j'étais bien incapable d'assurer, comme d'ailleurs d'établir les index. À la suite de quoi, le contrat définitif de dépôt de l'ensemble du fonds avait pu être signé avant même l'achèvement du classement avant même l'achèvement de la rédaction de l'inventaire, contrat signé dès le 20 septembre 2019. Ce contrat a été signé par le président du département de la Côte d'Or, M. François Sauvadet, par M. François de Saint-Seine et un certain nombre de membres de la famille de Saint-Seine. J'évoquerai maintenant très brièvement la composition de ce fonds très complexe. En tête, les archives de la famille Legout, de ses membres et de ses domaines, en particulier des 4 seigneuries de Saint-Seine-sur-Vingeanne, réunies entre leurs mains par acquisition et legs successifs entre le début du XVIIe siècle et la veille de la Révolution. Document aussi, dans le fond, dans la partie Legout, concernant le domaine de Jansigny, hérité de la branche aînée éteinte en 1774 en la présence de Bénigne Legout de Gerland, en la personne de Bénigne Legout de Gerland. Viennent ensuite, parvenus entre les mains des Legout, à la suite du mariage en 1743 de Bénigne II avec Marguerite Philiberte Gagne de Périgny, les archives de la famille Gagne et de ses alliés et des importants domaines bressans qu'elle avait rassemblés, notamment Louan, Bantange, Saint-Bonnet en Bresse. Elle constitue matériellement la plus importante partie du fonds, puisqu'elles occupent les côtes 504 à 1332. Puis sont classés, apportés en l'hôtel de Saint-Seine à la suite du mariage en 1801 de Bénigne Alexandre Victor Barthélemy Legout avec Catherine Claude Émonin, les archives de la famille Émonin et de ses domaines, situés eux aussi en Bresse, notamment Dampierre, acquis en 1767 par Antoine IV Émonin, mais aussi, par succession, des domaines alsaciens. Les documents scellés qui sont derrière mon dos proviennent de ces domaines alsaciens. Enfin est classé, reçu à la suite du mariage en 1830 de Bénigne Étienne Joseph Legout, dit Stéphane, avec Marianne Angélique Berby, la partie des archives de la famille Berby restée en l'hôtel de Saint-Seine, après que les titres domaniaux aient été au XIXe siècle, je l'ai rappelé tout à l'heure, transportés au château de Longecourt. Ce sont eux qui ont été versés en 2017. Chaque partie du fonds comprend des dossiers individuels, extraits de baptême, contrats de mariage et succession, lettres de provision d'office, quelques trop rares correspondances, et ce, depuis le XVIe siècle. Pour les domaines, il s'agit de titres de propriété et de documents de gestion, tels que inventaire d'archives, manuels, pièces de procédure, et Dieu sait s'il y eut des procédures, belle série de registres de justice depuis le XVIe siècle, qui permettent de restituer toute la vie locale des campagnes, quelques dossiers d'affaires des communautés urbaines et rurales, en particulier pour Saint-Seine et Louan. À la fin sont rassemblées des pièces isolées qu'il fut impossible de rattacher aux autres parties du fonds. Parmi elles,
quelques papiers provenant des familles de Brosse et Machecot, des récits de voyage à Madagascar et en Inde, un plan du port de Plymouth et une ode en latin à la vallée de l'Ouche qui se trouve là. La préparation de l'édition du répertoire sur une maquette conçue par Madame Yolaine Moissenet, présente ici ce soir, a été assurée en constante concertation avec elle, avec la collaboration attentive de Catherine Pelletier, présente sur le chantier jusqu'au point final, et de Frédéric Petot, photographe des archives de la Côte d'Or, tous deux forts de leur expérience des deux précédentes publications des archives de la Côte d'Or. Ce fut un long travail de relecture successive, ligne à ligne, pour veiller à la cohérence entre coptes, analyses et dates des quelques 1850 articles qu'il comporte. Ce faisant, nous avons affiné le choix et la mise en page des images, des photographies de documents du fond, mais aussi d'autres séries des archives de la Côte d'Or, nommant ceux de la série E déjà signalés, mais aussi d'autres séries des archives de la Côte d'Or, notamment ceux de la série Q relatifs à la saisie en 1792 comme bien national. La série de l'illustration s'est augmentée de séries de portraits que nous avons été photographiés à Saint-Seine même ou au musée de la vie bourguignonne. S'y sont ajoutés aussi une photo du cénotaphe de la famille Hautebert, remontée au musée d'art sacré. Des vues de bâtiments ou de sites et paysages, des photographies d'œuvres liées aux vies des familles Legout et Berby, conservées au musée des Beaux-Arts de Dijon, un vitrail du XVIe siècle pour la famille Berby et le très beau portrait de la dame à sa toilette conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon. Le bon à tirer a été donné au pied des machines de l'imprimerie Vidonne, dont la directrice est présente parmi nous ce soir, le 25 mars 2021. C'est ce même trio, Catherine Pelletier, Frédéric Petot et moi-même, qui a assuré la préparation de l'exposition qui tente de rendre compte de l'articulation et de la richesse du fonds Legout de Saint-Seine tel que l'a révélé l'établissement du répertoire. Cette exposition comprend 4 parties correspondant aux 4 principales parties du fonds. Sur ce mur, le long de ce mur, les archives concernant la famille Legout, signalées en bleu comme dans le répertoire. Puis, sur le mur du fond, là-bas, les archives provenant de la famille Gagne, signalées en vert comme dans le répertoire. Enfin, la famille Legout, ces 2 grandes niches et la petite niche là-bas, la famille Ebonin, donc signalée en jaune orangé comme dans le répertoire, la famille Berby, pour terminer, avec cette superbe généalogie, et le tout signalé, évidemment, en rouge, comme dans le répertoire, pour finir par une vitrine, ici, consacrée au couple Berby, qui a réuni entre ses mains, au milieu du XIXe siècle, l'ensemble du fonds. Je vous remercie de votre attention. Cher Françoise Villiers, je vais prendre la parole brièvement. Je vais vous demander de revenir près de moi. On va même déplacer un peu ça, si on peut. Voilà. Parce que vraiment, je le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que vous n'aviez pas la médaille d'honneur du département de la Côte d'Or. Alors, je le répète après vous avoir entendu
évoquer tout le travail que vous avez réalisé avec toute l'équipe, avec vous, chère madame. C'est un temps qui ne marque pas la fin d'une carrière, hein, cette remise de médaille. Je le confirme. Je le considère pour ma part comme étant une ponctuation de la reconnaissance du travail repris, parfois même abandonné un peu. Malgré vous, j'ai cru comprendre, en tout cas, que les circonstances et la dureté de la tâche vous avaient conduit à espacer dans le temps, et pour arriver à ce résultat, donc vous avez une palme en plus de la ténacité, et quand la ténacité rejoint le talent, ça produit Françoise Vignier, tout simplement. Bon, je ne vais pas refaire toute votre carrière, parce que d'abord, vous êtes né à Pantin, ça je ne le savais pas. Ah oui, dans le 9-3. Dans le 9-3. J'avoue, je le dis le 93, bien modestement, parce que je suis un lieu rural, donc je regarde tout ça. Bon, ensuite, vous avez été diplômé en 1955, ça vous l'aviez, archiviste paléographe après une thèse. Là, je l'ai aussi appris sur les châtaigniers des ducs de Bourgogne, dans le nord du bailliage de la montagne, au XIVe siècle. Vous me confirmez, parce que je sais que si jamais je me trompe, vous savez, Françoise Vignier, vous connaissez, elle a du talent, de la ténacité et du tempérament. Et ça, j'ai pas besoin de le rappeler. Et puis, vous avez été d'abord dans l'Aisne, vous avez commencé dans l'Aisne, et puis très vite, vous avez considéré que c'était en Côte d'Or que votre talent devait s'exprimer. Et c'était la rencontre entre une belle terre, et de belles archives, de beaux fonds, et puis de votre engagement et de votre talent. Et donc vous êtes venu en 1957, jusqu'en 1983, vous étiez archiviste adjointe. Après ça, vous avez été directrice des archives de la Côte d'Or. Alors vous avez travaillé avec Robert Poujade. Vraiment, c'est celui d'ailleurs qui a été le premier président de la décentralisation. À l'époque, nous avons commencé à prendre des décisions sans en référer systématiquement à l'État. Je ne suis pas sûr que les temps ne reviennent pas aujourd'hui. Mais enfin bon, en tout cas, c'était une étape très importante de décentralisation. C'était le premier président du Conseil général décentralisé. Ensuite, vous avez travaillé avec Henri Berger, le bon docteur Henri Berger, qui était un homme qui a aussi beaucoup marqué, évidemment, ce canton, si vous connaissez. Et puis ensuite, sous la présidence de Louis de Broissiat, je n'ai pas eu le bonheur de travailler avec vous comme président. Je suis arrivé un peu plus tard. Et puis vous avez été conservatrice générale du patrimoine en 1990 et en 1996, conservatrice générale honoraire du patrimoine. Alors vous êtes membre de nombreuses sociétés savantes, l'Académie des inscriptions à belles lettres, la société... De Dijon, pas des inscriptions à belles lettres. De Dijon alors, de Dijon. Méfiez-vous. De Dijon, alors je me méfie, vous savez, on devrait faire relire le moindre propos qu'on prononce à François Vignier, parce que c'est une précision, vous avez vu, d'archiviste. Elle remet de l'ordre, elle l'exprime d'ailleurs elle-même dans ses fonds. Donc vous êtes aussi, alors j'avance prudemment, hein, vous êtes aussi à la Fédération bourguignonne des sociétés savantes, ça va? Oui. Bon, membre de la commission de Cézanne d'art sacré, Oui. ça va? Vous avez vu, j'avance prudemment, hein. Et membre de l'Académie des sciences et arts et belles lettres de Dijon. Voilà. Et puis que Pierre Benelou, que je tiens aussi à saluer. Et puis vos mérites ont été distingués, hein. D'abord avec cette magnifique distinction qu'est le mérite, et vous êtes officier du mérite, officier des palmes académiques, officier des arts et lettres, et puis vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Oui. Et c'est vrai que c'est quand on reçoit, c'est vraiment des moments absolument émouvants. Et donc vous avez aussi la médaille pontificale du mérite. Bon, donc et je vais rajouter à cette longue liste, vraiment, je suis très heureux de le faire parce que, je vous dis, je pensais qu'elle vous avait été remise. Donc au moins j'aurais ponctué moi aussi votre passage et votre travail aux archives, donc je suis très heureux de vous la remettre. C'est une des premières qu'on a refaites, et voilà, j'ai souhaité que ce soit une médaille avec Alésia. Alors parfois on me dit, mais pourquoi vous mettez Vercingétorix à l'honneur? Ça a été une défaite, mais vous savez, une défaite qui donne naissance à une civilisation qui nous marque encore aujourd'hui, la civilisation gallo-romaine, ça valait bien le coup de la fêter. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Or, et je vous la remets, cette médaille d'honneur du département de la Côte d'Or, au nom de tous les Côtes d'Or. Oui,
Merci beaucoup de cette attention. En tout cas, félicitations à vous. C'est surtout nous qui disons tout simplement merci pour le travail. Alors, ça, bon, écoutez, je ne vais pas vous en avec tout ça, mais voilà, hein, un bouquet. Puis pour vous, chère madame, qui avez contribué aussi à tout ce travail, je vous invite aussi à nous rejoindre, comme ça, vous serez aussi distingués pour tout le travail. Voilà, rien. Au nom des Côtes d'Orient et des Côtes d'Oriennes. Voilà, merci à vous. C'est un beau moment de Côte d'Or, un beau moment de France aussi, voilà, que nous vivons en ce moment. Merci à tous.
avec Robert Poujade. C'est celui d'ailleurs qui était le premier président de la décentralisation. À l'époque, nous avons commencé à prendre des décisions sans en référer systématiquement à l'État. Je ne suis pas sûr que les gens ne reviennent pas aujourd'hui. Enfin bon, en tout cas, c'est une étape très importante de décentralisation. C'était le premier président du Conseil général décentralisé. Ensuite, vous avez travaillé avec Henri Berger, le bon docteur Henri Berger. C'est un homme qui a aussi beaucoup marqué, notamment ce canton, si vous connaissez. Et puis ensuite, sous la présidence de Louis Boissiat, je n'ai pas eu le bonheur de travailler avec vous comme président. Je suis arrivé un peu plus tard. Et puis, vous avez été conservatrice générale du patrimoine en 1990. Et en 1996, conservatrice générale du patrimoine. Alors, vous êtes membre de nombreuses sociétés savantes, l'Académie des inscriptions à Belles-Lettres, la société... De Dijon, pas des inscriptions. De Dijon, alors. De Dijon. De Dijon. Alors, vous savez, on devrait faire relire, moi, qu'on prononce à Françoisienne, parce que c'est une précision, vous avez vu mon archiviste. Elle remet de l'ordre, elle l'exprime d'ailleurs elle-même dans ses fonds. Donc, vous êtes aussi, alors j'avance prudemment, vous êtes aussi à la Fédération bourguignonne des sociétés savantes, ça va? Oui. Bon, membre de la commission de Cézanne d'art sacré, ça va? Vous avez vu que j'avance prudemment. Et membre de l'Académie des sciences et des lettres de Dijon. Pierre, je tiens aussi à saluer. Et puis vos mérites ont été distingués, d'abord avec cette magnifique distinction qu'est le mérite, les deux officiers du mérite, officier des femmes de l'Académie, officier des arts et lettres, et puis vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Et c'est vrai que c'est on reçoit, c'est vraiment des moments absolument émouvants. Et donc vous avez aussi la médaille pontificale du mérite. Bon, donc, et je vais rajouter à cette longue liste, vraiment, je suis très heureux de le faire parce que je pensais qu'elle vous avait été remise. Donc au moins j'aurais ponctué moi aussi votre passage et votre travail aux archives, donc je suis très heureux de vous la remettre. C'est une des premières qu'on a refaites. Voilà, j'ai souhaité que ce soit une médaille avec Alésia. Alors parfois on me dit, mais pourquoi vous mettez Vercingétorix sur l'honneur? Ça a été une défaite, vous savez, une défaite qui donne naissance à une civilisation qui marque encore aujourd'hui la civilisation gallo-romaine. Ça valait bien le coup de la fêter. En tout cas, vraiment, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Or. Je vous la remets, cette médaille d'honneur du département de la Côte d'Or. Merci beaucoup de cette attention. En tout cas, félicitations à vous. C'est surtout nous qui disons tout simplement merci pour le travail. Alors, ça, bon, écoutez, je ne vais pas vous comparer tout ça, mais voilà, un bouquet. Puis pour vous, chère madame, qui avez contribué aussi à tout ce travail, je vous invite aussi à nous rejoindre, comme ça, vous aussi distinguer. Voilà, merci à vous. C'est un beau moment de Côte d'Or, un beau moment de France aussi. Voilà, que nous vivons en ce moment. Merci à tous.